Il y a des hommes dont on sent la présence avant même de la voir, comme on sent l'approche d'un orage à la lourdeur particulière que prend l'air, bien avant que le premier nuage noir n'apparaisse à l'horizon. Cet homme-là, celui dont je veux vous parler ce soir, était de ceux-là. Non pas à cause d'une menace qu'il aurait fait peser sur le village, mais à cause simplement de sa taille, une taille si peu commune pour son époque que les enfants, dit-on, s'arrêtaient de jouer pour le regarder passer, et que même les hommes faits, habitués pourtant aux rudesses de la vie paysanne, levaient les yeux avec un mélange de surprise et de respect chaque fois qu'il traversait la place du village. Il s'appelait Baptiste, et je l'ai connu enfant déjà. Un enfant déjà immense pour son âge, disait-on, qui dépassait de 2 têtes ses camarades de classe et qui, à 14 ans, avait déjà la carrure d'un homme fait. Je me souviens de lui grimpant sur mes branches basses un été avec une prudence particulière que je n'observais pas chez les autres enfants. Non par manque d'agilité, mais parce qu'il semblait toujours conscient, même très jeune, du poids qu'il représentait, de la place qu'il occupait dans l'espace, comme s'il portait déjà, sur ses épaules d'enfant, une responsabilité que sa seule stature lui avait imposée sans qu'il l'ait choisie. Sa mère, une femme menue et frêle qui contrastait étrangement avec ce fils qui la dépassait déjà largement avant même d'avoir atteint l'âge adulte, venait parfois s'asseoir contre mon tronc pendant qu'il jouait alentour, et je l'ai entendu dire, un jour, à une voisine venue partager son inquiétude, qu'elle craignait que la taille de son fils ne devienne, pour lui, davantage un fardeau qu'un avantage, que les hommes trop grands, disait-elle, effraient sans le vouloir, et qu'on leur prête souvent des intentions qu'ils n'ont pas, simplement parce que leur ombre est plus large que celle des autres. Les années ont passé, et Baptiste est devenu, comme sa mère le craignait et l'espérait à la fois, un homme véritablement immense, plus grand que tous les hommes du village réunis, avec des épaules capables de porter, seul, ce qu'il fallait d'ordinaire à 2 hommes pour soulever, et des mains si larges qu'elles enveloppaient complètement les outils qu'il maniait, la faux, la cognée, le maillet du forgeron chez qui il avait fait son apprentissage. Mais ce que je veux vous raconter ce soir, ce n'est pas seulement l'histoire de sa force, qui aurait pu, chez un autre homme, devenir une source d'orgueil ou même de tyrannie tranquille sur ceux qui l'entouraient. Non, ce que je veux vous raconter, c'est ce qu'il a fait de cette force, la manière dont il a choisi très tôt de la mettre au service de ceux qui en avaient le moins. Je me souviens d'un après-midi d'automne où 3 garçons plus âgés, du genre à profiter de leur nombre pour se moquer des plus faibles, s'en prenaient à un enfant chétif du village, le fils du tisserand, un garçon maladif qui boitait depuis la naissance et qui n'avait jamais eu la force de se défendre. Baptiste devait avoir 17 ans à l'époque, déjà un homme par la taille, sinon par l'âge, et il passait non loin de là, revenant des champs. Il ne s'est pas précipité, il ne s'est pas mis en colère, c'est cela surtout qui m'a frappé, moi qui ai vu tant d'hommes user de leur force avec violence et impatience. Il s'est simplement approché, a posé sa main, une seule, sur l'épaule du plus grand des 3 garçons, sans même serrer, sans même appuyer véritablement, et il a dit d'une voix calme qu'il valait mieux, pour tout le monde, qu'on laisse le fils du tisserand tranquille. Les 3 garçons sont partis sans demander leur reste, non par peur d'un coup qu'ils n'avaient d'ailleurs jamais reçu, mais par cette compréhension immédiate et instinctive que donne la présence d'une force qui n'a même pas besoin de se manifester pour convaincre. Baptiste n'a jamais, à ma connaissance, levé la main sur quiconque durant toute sa vie. Sa force, il l'a toujours portée comme on porte une évidence tranquille, jamais comme une menace. C'est un hiver particulièrement rude, plusieurs années après cet épisode avec le fils du tisserand, qui a révélé au village entier ce que Baptiste était vraiment capable d'offrir. Les pluies avaient été si abondantes cette année-là que la rivière, d'ordinaire paisible, était sortie de son lit avec une violence que personne n'avait connue de mémoire d'homme, emportant des pans entiers de berges, menaçant les fermes les plus basses, celles construites trop près de l'eau par des générations qui n'avaient jamais imaginé pareille colère du ciel. La ferme la plus menacée était celle d'une veuve âgée, une femme seule depuis la mort de son mari quelques années auparavant, qui vivait avec ses 2 petits-enfants dont elle avait la charge depuis que leurs propres parents avaient succombé à une fièvre l'hiver précédent. Sa maison, construite en contrebas, avait déjà de l'eau jusqu'aux genoux dans la pièce principale quand le village a compris que la crue continuait de monter et que cette femme et ses 2 enfants risquaient d'être emportés si personne n'intervenait rapidement. Les hommes du village se sont rassemblés, mais l'eau était déjà si forte, le courant si violent, que personne n'osait s'y aventurer. La peur, cette nuit-là, était plus grande que le courage collectif, et je sentais à travers les vibrations qui montaient jusqu'à moi depuis la place où les villageois s'étaient rassemblés en attendant une décision que personne ne voulait prendre, une hésitation qui aurait pu coûter 3 vies. Baptiste, lui, n'a pas hésité. Il s'est avancé seul, sans attendre l'accord de qui que ce soit,
a noué une corde autour de sa taille, dont l'autre extrémité était tenue par une dizaine d'hommes réunis sur la berge la plus haute, et il est entré dans l'eau glacée avec cette même détermination tranquille que je lui avais toujours connue. L'eau lui arrivait à la poitrine, le courant tirait violemment contre ses jambes, mais sa carrure, cette même carrure qui avait tant inquiété sa mère des années auparavant, lui a permis de tenir debout là où n'importe quel autre homme aurait été emporté en quelques secondes. Il a ramené la veuve d'abord, la portant contre lui comme on porte un enfant. Puis il est reparti chercher les 2 petits-enfants, un par un, luttant à chaque fois contre un courant qui semblait vouloir lui arracher son fardeau. La dernière traversée a été la plus difficile. Le plus jeune des enfants, terrorisé, s'agrippait à son cou avec une force telle que Baptiste lui-même, malgré sa puissance, a manqué perdre l'équilibre à mi-chemin, avant de se redresser dans un effort que tout le village a vu depuis la berge, illuminé par les torches, et qui est resté, longtemps après, gravé dans la mémoire collective du village, comme l'un de ces moments où l'on comprend, tout d'un coup, la vraie mesure d'un homme. Ce qui m'a le plus marqué, dans les années qui ont suivi cette nuit de crue, ce n'est pas tant l'acte lui-même. J'ai vu, au fil des siècles, bien des actes de courage, certains oubliés aussi vite qu'accomplis, d'autres célébrés bien au-delà de ce qu'ils méritaient. Ce qui m'a marqué, c'est la manière dont Baptiste a refusé, systématiquement et sans jamais varier, toute forme de reconnaissance excessive pour ce qu'il avait fait. La veuve a voulu lui offrir, en remerciement, la seule chose de valeur qui lui restait, une bague ayant appartenu à sa propre mère. Baptiste a refusé, avec une douceur ferme qui ne laissait aucune place à la discussion, disant qu'il n'avait fait que ce que n'importe quel homme aurait dû faire, et que la vraie récompense pour lui était simplement de savoir les enfants en sécurité. Le conseil du village a voulu, quelque temps plus tard, faire graver son nom sur une pierre à l'entrée du bourg, en hommage à son courage. Baptiste s'y est opposé si fermement que le projet a finalement été abandonné, et je me souviens de l'avoir entendu dire à ceux qui insistaient qu'un homme n'a pas besoin de son nom gravé dans la pierre pour que ses actes aient un sens, que le sens, disait-il, se trouve dans l'acte lui-même, pas dans le souvenir qu'on en garde. C'est cette humilité, plus encore que sa force physique, qui a fait de Baptiste ce qu'il est devenu au fil des années, aux yeux de tout le village. Non pas seulement un homme fort, mais un homme juste, vers qui l'on se tournait naturellement chaque fois qu'un conflit menaçait d'éclater, chaque fois qu'un faible avait besoin d'un défenseur, chaque fois qu'une décision difficile devait être prise et qu'on avait besoin d'une voix calme pour ramener la raison au milieu de l'agitation. Il faut que je vous parle aussi ce soir de ce que Baptiste a protégé au fil des années, car ce ne fut pas un acte isolé, cette nuit de la grande crue, mais bien une constante de toute sa vie d'adulte, une ligne de conduite qu'il n'a jamais dérogée. Il y avait dans le village un homme simple d'esprit qu'on appelait le Grand Firmin, un surnom qui prêtait presque à sourire tant Firmin, justement, était petit et frêle, mais que les villageois utilisaient sans malice comme une sorte d'affection déguisée. Firmin était souvent la cible de moqueries, particulièrement de la part des jeunes hommes de passage, colporteurs ou saisonniers, qui ne connaissaient pas les usages du village et se croyaient autorisés à rire de sa lenteur d'esprit et de sa manière particulière de parler. Baptiste, chaque fois qu'il était témoin de telles moqueries, s'interposait avec cette même autorité tranquille qu'il avait montrée face aux 3 garçons dans son adolescence. Jamais de violence, jamais de menaces explicites, mais une présence qui suffisait à ramener chacun à la raison. Il y avait aussi une jeune fille, orpheline, placée comme servante chez un fermier connu pour sa dureté envers ceux qui dépendaient de lui. Baptiste, apprenant par les rumeurs du village que cette jeune fille était mal nourrie et parfois battue, s'est rendu lui-même chez ce fermier un jour, et je n'ai jamais su exactement ce qui s'est dit entre les 2 hommes ce jour-là, mais je sais que les mauvais traitements ont cessé immédiatement après cette visite et que le fermier, dans les années qui ont suivi, n'a plus jamais été surpris à lever la main sur quiconque travaillait pour lui. Ce n'était pas chez Baptiste une recherche de gloire ou de reconnaissance, je l'ai déjà dit et je le répète car c'est là l'essentiel de ce que je veux vous transmettre ce soir. C'était une conviction profonde, jamais formulée à voix haute, mais visible dans chacun de ses actes, que la force n'a de sens que si elle sert à protéger ceux qui n'en ont pas. Baptiste a vieilli, comme vieillissent tous les hommes, même les plus grands, même les plus forts. Sa carrure, qui avait impressionné tout le village durant des décennies, s'est peu à peu voûtée. Ses mains, autrefois si sûres, ont commencé à trembler légèrement quand il maniait encore, par habitude plus que par nécessité, les outils de sa jeunesse. Il est venu me voir, un soir d'automne, alors qu'il devait avoir dépassé les 70 ans, et il s'est assis contre mon tronc avec une lenteur qui contrastait douloureusement pour qu'il avait connu dans sa force, avec l'aisance d'autrefois. Il m'a parlé ce soir-là d'une manière différente de ce qu'il avait fait jusque-là.
plus intime, plus réfléchi, comme un homme qui sent que le temps qui lui reste se compte désormais en années plutôt qu'en décennies. Il m'a dit qu'il avait souvent pensé, au fil de sa vie, que sa taille et sa force n'étaient pas un don qu'il avait mérité, mais une responsabilité qu'on lui avait confiée sans qu'il ait eu voix au chapitre, et qu'il avait simplement essayé, du mieux qu'il pouvait, de s'en montrer digne. Il m'a parlé aussi de sa mère, morte depuis longtemps déjà, et de cette crainte qu'elle avait exprimée enfant, que sa taille ne devienne pour lui un fardeau plutôt qu'un bienfait. Il a dit, avec un sourire que je devinais dans le calme de sa voix, qu'il espérait avoir prouvé, au fil de sa vie, qu'elle s'était trompée, ou plutôt, a-t-il corrigé, qu'elle avait eu raison de s'inquiéter, mais qu'il avait fait en sorte, chaque jour, que cette inquiétude ne se réalise jamais tout à fait. Baptiste est mort quelques années après cette conversation, paisiblement, entouré des siens, et tout le village s'est déplacé pour l'accompagner à sa dernière demeure. Non seulement sa famille, mais aussi le fils du tisserand devenu vieux à son tour, la veuve de la grande crue depuis longtemps disparue, mais dont les petits-enfants, devenus adultes, étaient venus rendre hommage à celui qui leur avait sauvé la vie, et tant d'autres encore, dont je n'ai jamais connu l'histoire complète, mais dont je sentais, dans la gravité de leur pas ce jour-là, qu'ils devaient tous quelque chose à cet homme. Ce soir, la forêt autour de moi est calme, presque immobile, comme si elle retenait elle aussi son souffle en signe de respect pour cette mémoire. Je pense à Baptiste chaque fois que je sens, dans le vent qui traverse mes branches, cette même qualité de force tranquille qu'il habitait, une force qui ne cherche jamais à s'imposer, qui ne se manifeste que lorsqu'elle est nécessaire et qui se retire aussitôt après, sans demander de reconnaissance. J'ai vu, au fil de mes 4 siècles, bien des hommes user de leur puissance pour dominer, pour effrayer, pour asservir ceux qui n'avaient pas les moyens de se défendre. Baptiste reste, dans ma mémoire, l'exemple le plus pur du contraire, la preuve vivante qu'une force immense peut se mettre tout entière au service de la douceur, et que les plus grands parmi nous, qu'il s'agisse d'un chêne ou d'un homme, se mesurent moins à leur hauteur qu'à l'ombre protectrice qu'ils savent offrir à ceux qui en ont besoin. Si vous êtes encore là, sous mon ombre, à m'écouter, revenez demain. J'ai 400 ans de souvenirs, et celui de demain vaut la peine d'être entendu. Abonnez-vous pour ne pas manquer le prochain.